l'annuler. Est-ce que l'enregistrement a commencé? Est-ce que vous voyez le message? Oui. Et voilà, je vais arrêter la transcription. Parfait. Alors, je me présente, je suis Victoria Volkanova, je suis bibliothécaire à l'Université de Moncton depuis maintenant 20 ans. Je suis bibliothécaire intégrée à la faculté des sciences ici et aussi je m'occupe de quelques dossiers institutionnels. Donc, je suis bibliothécaire intégrée à la faculté de l'enseignement de la recherche, de faculté des études supérieures de la recherche en tant que justement bibliothécaire pour les dossiers, les grands dossiers institutionnels comme le dépôt institutionnel, les données de recherche et depuis quelques années, c'est l'éducation ouverte et les ressources éducatives libres. Donc, c'est du libre accès à la recherche, donc la communication savante en fait. Donc, tout ça, ça tombe sur mon assiette. Alors, j'essaie tant bien que mal de me débrouiller avec ces grands dossiers et surtout de leur donner une nouvelle vie. En fait, ça arrive, ce sont des choses qui sont en pleine émergence, développement, transformation. Donc, on essaie de garder l'œil puis de donner des outils aux membres de notre communauté universitaire. Alors, je vais faire aussi la reconnaissance du territoire. L'Université de Moncton reconnaît que ces 3 campus sont situés sur les terres ancestrales non cédées des Wolastoqiyik, Malécites et des Mi'kmaq. Alors, voici pour la présentation. Ma présentation. En fait, oui. Alors, j'ai prévu une petite question brise-glace. Étant donné qu'on n'est pas un grand groupe, on pourra peut-être allumer les micros ou se prononcer sur, avoir une discussion, avoir une session un petit peu plus interactive parce qu'on n'est pas nombreux justement, puis on peut poser des questions, on peut intervenir. Donc, pour ma question brise-glace, en fait, c'est combien d'entre vous, puis comme j'ai dit, je vois beaucoup de mes collègues qui sont déjà des experts dans le domaine, donc combien d'entre vous ont entendu parler des réels? Pourquoi vous êtes intéressé à cette session? Combien d'entre vous utilisent dans votre travail, dans votre enseignement, si vous êtes membre du corps professoral, des personnes enseignantes? Ou si vous avez déjà adapté ou créé des règles. Donc, si vous voulez faire juste à titre de présentation ou à titre de brise-glace, vous pouvez peut-être dire quelques mots juste pour savoir quel est notre auditoire aujourd'hui. Bon, ben, je vais commencer. Dans le fond, mon nom c'est Miguel Escobar et je suis de l'Université de Sherbrooke. C'est-à-dire comme moi aussi, dans le fond, c'est un tout nouveau dossier par rapport au réel. Puis avec ça aussi, que j'en avais déjà entendu parler, puis j'ai mis aussi à la pâte à comment créer des réels, que je sais un peu plus c'est quoi le processus, mais aussi l'implication aussi. C'est comme actuellement, ici à Sherbrooke, on a déjà une plateforme, mais sauf comme dans le fond, qu'on va beaucoup plus travailler au niveau du personnel des bibliothèques, comment eux pourraient favoriser, c'est leur partage, c'est de leur formation. Donc, ça, dans le fond, c'est à venir. Puis aussi, il y a beaucoup, mais aussi, il y a quand même un engouement à Sherbrooke au niveau de la création des REL. Et dans lequel aussi, que je travaille aussi avec Marianne aussi, puis aussi, dans le fond, je travaille aussi dans le et aussi, je travaille aussi à la Fabrique réelle avec Christian. Donc, c'est là qu'on est quand même assez varié. Puis avec ça, à savoir si on a déjà adapté ou créé des règles, bon, oui, on en a créé, mais c'était beaucoup plus, c'est dans des projets. Donc, pour nous, en tout cas, nous, c'est dans mon service de bibliothèque, le but, ça va être vraiment, c'est de pousser comme les formations que nous, les bibliothécaires, on donne, que ce soit, c'est sous une forme de règle. Voilà. Excellent. Merci beaucoup, Miguel. Ça fait plaisir de faire votre connaissance. Puis pour nous, l'Université Sherbrooke est vraiment le pionnier, c'est l'institution phare dans tout ce qui est ressources éducatives libres. Alors, merci beaucoup de vous présenter. Là, je pense que quelqu'un cogne à la porte, mais je ne sais pas si je ne vois pas. Bon, merci. Quelqu'un d'autre? Oui, David?
Bonjour. Donc, en fait, je vais suivre mon voisin, alors David Laplante, conseiller pédagogique du Cégep de Sherbrooke, juste à côté de l'université. Et voilà, donc partenaire en fait de la Fabrique Rel également. Je collabore continuellement avec mon collègue SMTE, excuse-moi, maintenant SSI plutôt, spécialiste en sciences d'information du Cégep. Donc, on collabore avec la Fabrique REL pour accompagner nos profs, etc., pour la création de Fabrique REL. Puis, on intègre également la sensibilisation, l'éducation au REL dans nos formations qu'on offre à l'ensemble du personnel, enseignants et non enseignants, sur ben, les droits d'auteur, mais également les ressources éducatives, qu'elles soient non libres ou libres. Très bien. Merci beaucoup, David. Excellent. Quelqu'un d'autre? Je peux peut-être prendre le micro rapidement. Miguel l'a Oui, déjà dit, Christian oui. Lachapelle, coordonnateur de la Fabrique REL. Donc, Miguel nous a nommés. Je collabore avec Marianne Dubé, avec Miguel Escobar. Et ben, moi, en fait, dans mon travail, on aide la Fabrique REL aide à accompagner à la création de REL. Mais dans le fond, personnellement, je n'utilise pas comme tel de REL dans l'enseignement parce que je n'enseigne pas. Et Mhm. je n'ai pas adapté ou créé de REL. Mais je suis ici aujourd'hui. Bon, j'étais curieux d'entendre, de voir un peu les pratiques qui sont déployées là, à Moncton. Donc, je serais intéressé d'entendre un peu les réalités là, à Moncton concernant les REL et l'éducation ouverte. Voilà. Merci beaucoup, Christiane. Oui, excellent. Puis j'ai vu la question de ma collègue, ma directrice, en fait, Jean Mans, qui demande si est-ce que la fabrique est nouvelle. Puis vous allez m'aider à répondre combien d'années que ça existe. C'est pas nouveau. Là, ça fait quelques années quand même que ça s'est bien établi. Ça me fait plaisir de le dire. Puis Marianne pourra compléter. En fait, depuis 2019, la Fabrique REL existe, donc un projet financé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et puis, nous sommes présentement dans une nouvelle entente jusqu'en 2027. Donc, on a encore un bon bout de temps et plusieurs opérations pour continuer de déployer le soutien des REL. Donc, depuis 2019, en fait. 2019, Oui. voilà. Donc, juste avant la pandémie, hein, juste à temps. Excellent. Merci beaucoup, Christiane, et aussi toute la représentation de l'Université de Sherbrooke et Cégep Sherbrooke. Ça fait plaisir. Bon, mais s'il n'y a pas d'autres qui veulent prendre la parole, on peut peut-être aller de l'avant parce que, en fait, c'est ça, il y a un petit peu de overlap avec la présentation. Non, je vais continuer. Les points à aborder aujourd'hui, c'est ça. Donc, on va faire un retour très, très rapide sur les concepts de base, simplement pour s'assurer qu'on soit tous et toutes sur le même point de départ. Par la suite, je vais présenter très rapidement quelques plateformes canadiennes, simplement pour donner cet aperçu national, qu'est-ce qui se passe au niveau national, à l'échelle nationale, avec les règles et les plateformes qui existent. On va parler un petit peu de notre plateforme régionale qui s'appelle OER Atlantic Rail Atlantique. Donc, ça, c'est un projet, une initiative qui est aussi née un petit peu le bébé de la pandémie, hein. Donc et ça continue, donc je vais en parler un petit peu. Les projets entamés à l'Université de Moncton, on va toucher à quelques projets pour voir comment on essaie un petit peu d'apporter, de mettre de la lumière sur ce dossier, puis d'aider les membres de notre corps professoral et aussi les personnes étudiantes. Mais je vous préviens tout de suite que s'il n'y a pas, c'est pas très, très avancé. Donc, on va juste voir quelles sont un petit peu les grandes lignes de qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui est à venir aussi. Et pour les ressources conseils pratiques, encore une fois, on ne va pas rentrer dans les détails, on ne va pas faire une présentation de Pressbooks, comment l'utiliser, mais simplement quelques ressources dont Fabrique Réel est vraiment ma première ressource pour la documentation des guides, tout ce qui est nécessaire, qui accompagne la création de Réel. Conseils pratiques aussi, donc c'est vraiment très survol, mais bon, dans une heure, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Alors, pour les concepts de base, encore une fois, je reprends quelques concepts principaux qu'on a vus la semaine dernière, puis qui sont comme notre base, l'éducation ouverte tout à coup. Tout d'abord, maintenant, j'ai aligné tous mes moniteurs, mais maintenant, c'est un petit peu petit à mon écran. Bon, éducation ouverte, une approche en éducation qui vise l'élimination des barrières à l'apprentissage par la mise en place de pratiques éducatives ouvertes dans les cours et la création et l'utilisation des ressources éducatives libres. Donc, ça, c'est l'approche globale en éducation, suivie de
qu'est-ce que c'est les ressources éducatives libres? Vous allez me pardonner, je vais encore une fois changer mes écrans parce que c'est trop petit pour moi. C'est trop petit pour moi. Voilà. Donc, les ressources éducatives libres, ce sont des matériels d'enseignement, d'apprentissage et de recherche sur tout support, numérique ou autre, qui existent dans le domaine public ou publiés sous une licence ouverte qui permettent l'accès, l'utilisation, l'adaptation et la redistribution. On va mentionner les 5 R. Donc, c'est gratuit pour les autres, sans restriction ou avec des restrictions limitées. Donc, l'éducation ouverte est basée sur... Donc, ils sont vraiment au cœur de toutes ces pratiques-là, cette approche éducation ouverte. On va voir tout à l'heure pédagogie ouverte. C'est l'ensemble de pratiques d'enseignement et d'apprentissage qui ne sont possibles que dans le contexte du libre accès et des autorisations 5R qui caractérisent les ressources éducatives ouvertes. Donc, c'est l'ensemble de pratiques éducatives qui permettent à des personnes apprenantes d'être plus engagées dans leurs apprentissages. Donc, les personnes apprenantes deviennent des créatrices, des collaboratrices dans des environnements d'apprentissage ouverts, permettent de réfléchir à leur processus d'apprentissage, d'exercer leur droit d'utilisation des œuvres, donc les 5 R, et qui permettent de créer un travail qui vit à l'extérieur de la salle de classe. On a parlé un petit peu des devoirs jetables versus les devoirs qui apportent vraiment une valeur ajoutée au monde qui nous entoure. Donc, et le travail, donc la création, la co-création des connaissances, la co-création aussi des ressources éducatives libres. Donc, quand les personnes étudiantes, les personnes étudiantes participent dans ce processus-là, donc ça leur permet vraiment de co-créer les connaissances et de co-créer les ressources tangibles qui sont des réels. Maintenant, encore une fois, dans les concepts de base, on a des licences ouvertes. On parle des licences Creative Commons. Ce n'est pas les seules licences ouvertes qui sont disponibles, mais pour nous, ce qui est pertinent, c'est des licences Creative Commons. Donc, il y en a 6, plus la désignation du domaine public, 660. Ces licences-là permettent d'étiqueter clairement comment les autres peuvent exercer leur droit d'utilisation des œuvres. Donc, c'est l'auteur qui, à travers l'application d'une licence Creative Commons, peut dire aux utilisateurs quels sont leurs droits d'utilisation. Donc, moi, je fais référence à une règle sur le droit d'auteur aussi qui explique bien les licences Creative Commons. Et voici très rapidement un petit visuel pour voir un petit peu l'hierarchie, en fait, toutes les licences Creative Commons, les 7, qui vont de la licence plus permissive qui est le CC0 ou CC BY. Et donc, ça se rend à la licence la plus restrictive, la moins permissive, mais quand même cette dernière-là est plus permissive que le copyright qu'on connaît, le droit d'auteur. Donc, ça va de la licence CC BY jusqu'à la licence CC BY, pas d'utilisation commerciale et pas de modification, no derivatives. Donc, au fond, on peut simplement utiliser, on peut diffuser et utiliser la ressource sans pouvoir faire quoi que ce soit. Alors, les ressources éducatives libres, encore une fois, sont au cœur de toutes ces activités-là. Puis, on parle des ressources qui sont libres de coûts et de barrières. Mais là, il faut quand même, il ne faut pas oublier qu'on vit toujours dans le contexte du digital divide, donc la fracture numérique, ça existe encore. Donc, quand on parle de barrières, moi, je préfère ajouter le mot idéalement, pas de barrières, mais on sait que les barrières existent quand même. Ça peut être au niveau des technologies, même d'accès à Internet, ça peut être au niveau de l'expertise, donc pas tout le monde a les mêmes connaissances de l'utilisation. Donc, pour pouvoir véritablement utiliser et profiter de tous les 5 R des ressources éducatives libres, ça prend quand même certaines conditions, puis ces conditions-là peuvent être des barrières. Bon, c'est ça. Mais de façon générale, donc libre, le barrière de coût, c'est ça le barrière qu'on essaie d'éliminer avec
les licences Creative Commons et la disponibilité gratuite sur l'Internet. Et donc, à cette condition-là de gratuité et d'absence de barrières, on ajoute les permissions 5R qui est de retenir l'œuvre, de réutiliser, de réviser, modifier, traduire, etc., remixer les contenus, y compris les contenus multimédia, donc c'est tout ça, et redistribution sans limite également. Donc ça, c'est les permissions 5R qui caractérisent vraiment les réels et qui sont obligatoires pour qu'une ressource devienne une réelle. Et aussi, on va voir avec ce qu'on a déjà vu avec la pédagogie ouverte. Donc, c'est vraiment le test ultime d'une pratique éducative si les 5 R font partie d'une pratique éducative. Donc là, on peut parler d'une pratique éducative ouverte. Sinon, ça peut être une pratique éducative qui est efficace, qui atteint ces objectifs-là, mais ce n'est pas nécessairement une pratique éducative ouverte. Alors, ça, c'est sur les ressources. Et puis, ça, on parle des ressources imprimées ou numériques. Et ce n'est pas uniquement les manuels de cours, ça peut être tous les objets d'apprentissage. Donc, c'est vraiment l'ensemble de matériel pédagogique, d'apprentissage, d'enseignement. Maintenant, pour les avantages des réels, il y en a beaucoup. Là, j'ai copié un petit peu la formulation de l'une des bibliothèques de l'Université d'Ottawa, mais moi aussi, donc, je voulais juste mettre de l'avant quelques avantages des réels, simplement pour vous donner le goût peut-être de les utiliser si vous ne les connaissez pas encore. Donc, elles sont gratuites ou à moindre coût en format imprimé et donc abordables pour les étudiants. Ce n'est pas le seul avantage, mais c'est quand même l'avantage qu'on met toujours en avant parce que pour les personnes étudiantes, c'est quand même un avantage assez fondamental. Les réels peuvent être utilisés et partagés avec un nombre illimité de personnes dans le respect du droit d'auteur, bien sûr, peuvent être personnalisés et adaptés avec sans ou peu de restrictions, peuvent être remixés, combinés avec d'autres contenus pour enrichir les activités d'enseignement et d'apprentissage, offrent un accès immédiat et gratuit, donc de façon continue, contrairement à ce qu'on a vu, par exemple, pendant la pandémie ou au début de la pandémie avec les manuels de cours commerciaux qui, tout à coup, les maisons d'édition commerciales ont créé toutes sortes de barrières incroyables à l'accès à leurs ressources-là, ont créé des conditions vraiment très peu inclusives, et, en tout cas. Donc ça, c'est juste par contraste. Par la suite, l'autre avantage contribue à la réussite des étudiants, des personnes étudiantes et à l'achèvement des études en allégeant le fardeau financier. Peuvent être une occasion d'engagement, de participation par la co-création des connaissances, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure, donc c'est les pratiques éducatives ouvertes, plutôt que limiter leur rôle à celui de consommateur d'informations, du contenu de connaissances, c'est la co-création de connaissances, permet de rendre le matériel de cours plus accessible, inclusif et représentatif d'une contexte local d'un cours particulier de l'Acadie ici ou du contexte canadien. Donc, ça permet de rendre le matériel d'apprentissage plus représentatif du contexte qu'on veut. Voilà, donc ça c'est pour le survol rapide des concepts de base. Maintenant, pour les plateformes canadiennes, comme je dis, il en existe plusieurs. Ça a commencé, donc ça date maintenant presque 20 ans que le projet phare de BC Campus existe. Ça a commencé dans 2002, je crois. Donc depuis, il y a eu plusieurs. Donc voici quelques plateformes canadiennes. Encore une fois, j'ai mis à jour mon tableau ici en date d'aujourd'hui. En fait, les chiffres sont là. J'ai utilisé Pressbooks Directory, puis je dois dire que bon, toutes ces plateformes-là sont représentées parce que Pressbooks, en fait, c'est la plateforme qui permet l'hébergement, la création des ressources éducatives libres. Donc, toutes les networks qu'on voit ici sont représentés sur Pressbooks Directory, sauf Fabric Rail. Puis pour Fabric Rail, j'ai l'explication que la Fabric Rail privilégie que les rails soient déposés dans le dépôt institutionnel de l'établissement d'attache du créateur, de l'auteur, en l'absence
dans tel lieu de dépôt, d'un dépôt institutionnel, elles sont déposées dans Zenodo, plateforme de dépôt d'archives ouverte en libre accès. Donc, tout ce qu'on peut trouver sur le site de Fabrique Réel, les REL qui mènent vers l'hébergement, le lieu d'hébergement des REL et de leurs fichiers sources. Donc, voici une mise en garde pour... Oui, Marianne, tu veux expliquer? Non. En fait, c'est juste pour être bien certaine parce que je vois le Pressbooks en haut, le répertoire. Donc, ça, ces chiffres-là, c'est le nombre de manuels créés avec Pressbooks. C'est ça, hein? Oui, comme c'est la plateforme quand même assez bien utilisée, donc je me suis servi de cette plateforme-là, de cette directory-là, je suis allée directement sur Pressbooks. J'aurais pu j'aurais pu faire ça aussi, mais c'était juste pour vue d'ensemble. Ouais. J'aurais pu aller dans chaque, comme eCampus Ontario, j'aurais pu vérifier sur leur plateforme. Donc, c'est pas les chiffres à 100%. C'est ça, parce que nous, on n'a Sinon, pas de probablement. 156 réels là, avec Pressbooks, on en a quelques-unes, moins d'une dizaine. C'est pour ça, Marianne, 156, c'est ce que j'ai vu sur votre site web aujourd'hui. C'est le chiffre qui est donné aujourd'hui. Ce n'est pas Pressbooks. C'est pour ça que je fais une mise en garde. C'est pour la Fabrique Réelle. Ce n'est pas Pressbooks Direct qui m'a donné cette information-là. Vous ne l'utilisez pas, correct? Vous, c'est pas. Il y a des projets Pressbooks en collaboration avec le PBUC, Partenariat des bibliothèques universitaires du Québec, mais effectivement, c'est pas l'outil principal pour créer des REL comme par exemple BC Campus ou vous en Atlantique, j'ai très hâte d'en entendre parler. Donc, c'est ça. Vous êtes beaucoup plus développé à ce stade-ci concernant l'utilisation de Pressbooks. OK. Merci. C'était juste pour comprendre les chiffres. Parfait. C'est ça, donc les chiffres viennent de votre site web 156. La seule, je présume que vous fabriquerez, c'est les réels en français. Est-ce que je suis correcte ça? Parce que il n'y a pas vraiment de façon de chercher. Mais en tout cas, donc c'est vraiment particulier, mais on vous adore. Vous êtes notre plateforme de réel en français francophone avec toute la documentation que vous avez développée. Donc, c'est ça. Mais pour le reste de ce tableau-là, c'est ma source d'information était le Pressbooks Directory que à la fin, s'il nous reste du temps, si vous voulez, je peux m'arrêter pour montrer un petit peu le fonctionnement. Mais ça, c'est vraiment comme le répertoire principal de réel, pas uniquement canadien, hein, parce que Pressbooks, c'est les États-Unis, le Canada, je ne sais pas l'aspect international, mais c'est sûr que c'est une des plateformes principales pour l'hébergement de REL. Puis la langue principale, c'est bien sûr l'anglais, mais il y a quand même du contenu en français et dans d'autres langues. Donc, mais voici les chiffres. Je ne sais pas, je veux pas aller ligne par ligne, mais vous voyez, donc il y a le BC Campus qui est la Colombie-Britannique, c'est vraiment notre province phare qui était les premières à créer ces plateformes-là, puis les ressources éducatives libres, et c'est avec le soutien du gouvernement provincial. Par la suite, on a eCampus Ontario aussi, c'est une plateforme, et la bibliothèque aussi en anglais et en français. L'Université de Toronto Metropolitan, il y a Open Ed Alberta. Nous, OER Atlantique, Rail Atlantique, que j'ai mal écrit Rail Atlantique. Donc, il y a 49 qui sont signalés sur la plateforme quand on va voir OER Atlantique, mais 45 qui sont signalés dans les Pressbooks Directory. Donc, il y a peut-être un petit décalage entre les rails qui sont en développement actuellement. Voilà, et Fabrique Réel, c'est ça le chiffre final qui est donné en date d'aujourd'hui sur le site de Fabrique Réel. Donc, on va avancer rapidement. Donc, ça aussi, c'est à titre de survol. Je vais juste mentionner, surtout pour les collègues qui sont ici de l'Université de Moncton ou de la région, que nous avons ce projet-là qui est fondé et subventionné par le Council of Atlantic Academic Libraries, Conseil des bibliothèques postsecondaires de l'Atlantique. Donc, ça comprend c'est un partenariat devant bibliothèques de l'enseignement postsecondaire, les universités et les collèges communautaires aussi, le Nova Scotia Community Colleges et les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick. Donc, ça a été
le projet a été commencé à l'été 2020, donc avec l'arrivée de la pandémie et tous les problèmes qu'elle nous a apportés du point de vue d'accès aux ressources éducatives. Donc, le projet a été lancé en février 2021. Donc, les premières années, c'était subventionné par le Conseil des bibliothèques postsecondaires de l'Atlantique, mais depuis 2024, donc c'est un projet pilote de 3 ans financé par le Council of Atlantic Ministers for Education and Training, donc les 4 provinces de l'Atlantique. D'ailleurs, Jeanne-Mance pourrait peut-être dire quelques mots là-dessus parce qu'elle est sur le conseil d'administration de ce conseil, en fait partie de ce conseil-là. Donc, depuis 2024, on a quand même pu assurer un financement par les ministres d'éducation des 4 provinces atlantiques. Donc, c'était un des points quand même fondamentaux d'assurer de rendre ce projet plus sustainable, durable avec le financement, puis la sensibilisation et que toutes les institutions et les provinces s'impliquent pour maintenir et continuer ce projet. Donc, c'est une plateforme, donc on offre une plateforme qui est mal écrite d'hébergement et de création de ressources éducatives libres qui, en fait, on a notre abonnement à Pressbooks. Donc, on offre cette plateforme-là aux institutions membres de CBPA. Mais bien sûr, les résultats, c'est-à-dire les réels qui sont publiés, sont par la suite disponibles à tout le monde et accessibles à travers Pressbooks Directory et probablement les autres endroits qui donnent accès à ce type d'informations. Et donc, ce que le projet, en fait, OER Atlantic, on offre aussi des bourses de subvention aux membres du corps professoral, des institutions membres. Puis on vient de terminer l'appel aux offres pour cette année. Puis je sais que mes collègues sont en train de faire la révision de les projets qui ont été soumis. Je ne crois pas que les gagnants de cette année ont été annoncés, mais ça fait déjà quelques années qu'on essaie d'offrir ce support-là pour justement encourager les membres du corps professoral, les personnes enseignantes de prendre ces projets-là puis développer des réels. Alors, en date d'aujourd'hui, on a vu le chiffre est quand même 49. C'est pas mal bien. Voici pour la plateforme de réel, juste le site web qui se présente de cette façon-là. Et voici aussi les derniers chiffres. Voici on comptabilise un petit peu le nombre d'apprenants qui sont touchés par les réels depuis le début, depuis février 2021. Donc, voici le chiffre est quand même impressionnant. Puis en plus, on essaie de comptabiliser. C'est sûr que c'est une formule à quelconque, mais ça représente quand même quelque chose. On parle de 2 millions et plus d'économies d'épargne étudiante, c'est-à-dire les étudiants qui participent dans ces cours-là, qui n'ont pas besoin de payer pour les manuels de cours commerciaux. Donc, ça leur permet d'épargner quand même d'argent. Je sais que je n'ai pas beaucoup de détails, mais je sais que mes collègues, je fais partie du comité justement régional sur les REL, puis mes collègues de la Nouvelle-Écosse, le Mount St. Vincent University, ils sont en train d'explorer la possibilité de créer, on parle de low cost ou no cost, des cours qui sont au coût réduit ou pas de coût justement pour les manuels de cours. Donc, ils essaient de trouver une façon de flaguer ces cours-là, d'avoir un répertoire pour que les étudiants voient tout de suite, avant même de s'inscrire à un cours, s'il y a des coûts associés justement au manuel de cours. Donc, il y a toutes sortes de choses qui découlent de ce type d'information et d'utilisation des réels. Voilà, je vais avancer pour parler de quelques projets qui sont entamés à l'Université de Moncton. Et je les ai placés de cette façon-là. Donc, étude de manuel de cours à l'UDM. L'autre étude sur le matériel pédagogique en français, je vais vous parler très rapidement, mais c'est mon collègue, c'est pas vraiment l'Université de Moncton ni la bibliothèque qui
font cette étude-là, mais c'est un lien. Puis donc, je vais juste mentionner ça. C'est mon collègue ici qui le fait. Je vais mentionner le guide réel qui a laissé rester un petit peu sans avancement depuis quelques derniers mois. Je sais que Marianne a déjà assisté à ma présentation sur ce sujet-là. Puis, on parle très important, c'est que le soutien institutionnel. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut, oui, on peut trouver des champions parmi les gens qui sont vraiment intéressés par cette matière-là, qui veulent offrir des ressources éducatives libres, de créer du matériel pédagogique, etc. Donc, on peut trouver ces gens-là parmi les personnes enseignantes, mais puis moi, en tant que bibliothécaire, je peux offrir du support, je peux offrir des formations, des activités de sensibilisation comme ça, mais le soutien institutionnel est bien sûr très, très important. Donc, je mentionne quelques éléments qui se passent à l'échelle institutionnelle. Donc, on a notre cadre d'assurance de la qualité. Je vais mentionner ça. Je vais parler 2 mots de la politique qui n'est pas encore une politique, mais c'est un projet qui vient de naître. Donc, on espère que ça va bien aller. Et je vais mentionner l'outil d'auto-évaluation institutionnelle qui, voilà. Alors, le premier, c'est une étude de manuel de cours commerciaux. Puis ici, j'ai quand même, j'ai le contexte canadien, en fait, un contexte nord-américain qui quand j'ai parlé des avantages des réels, c'est à peu près, c'est un petit peu dans ce sens aussi. Donc, j'aurais pu mentionner le contexte là-bas. Mais ici, pour le manuel, ce qui m'a comme propulsé à faire ce type d'études, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Encore une fois, c'est pour le moment, c'est à titre d'information seulement. Mais en tant que contexte, donc contexte nord-américain, la question des coûts des manuels est très aiguë. Ça représente une barrière financière d'accès et de la réussite étudiante. Et donc, comme j'ai mentionné déjà à quelques reprises, la pandémie de la COVID a démasqué un mécanisme vicieux employé par les maisons d'édition commerciales qui, lorsqu'on a vu que les 85% de manuels n'étaient pas disponibles pour achat par des bibliothèques universitaires qu'en format imprimé, qui n'était pas accessible pendant la pandémie. Et donc, qu'est-ce que les maisons d'édition commerciale, en fait, ont fait avec ces manuels de cours? Ils les ont réservés pour l'achat individuel par les personnes enseignantes, par les personnes étudiantes. Et donc, c'était un plus de ça, c'était des achats individuels et aussi c'était des accès non permanents via des codes d'accès qui expiraient à la fin de la session. Donc, c'était vraiment une situation très précaire et complètement inacceptable. Donc, ici, je cite les communiqués de la BRC, c'est l'Association des bibliothèques de recherche au Canada. Donc, communiqué sur l'accès équitable et abordable au matériel de cours numérique pour les étudiants universitaires. Donc, qui nous dit qu'un accès équitable à des ressources éducatives de haute qualité est essentiel pour la réussite scolaire des étudiants. Le coût des manuels et des autres matériels de cours peut présenter des obstacles financiers considérables. Et voici donc juste quelques mots-clés sur la situation qui a eu lieu. Bibliothèques qui ne pouvaient pas acheter les versions électroniques des manuels, le modèle d'accès très restreint. On parle d'achat de livres électroniques en bouquet, on parle de gestion des droits numériques qui met des barrières artificielles justement pour accès, par exemple, accès individuel ou 3 personnes simultanées, où on ne peut pas imprimer, on peut pas, donc on nous met des barrières partout avec justement la gestion des droits numériques, disparition du contenu sans préavis, etc. Donc ça, c'est les éléments qui ont ressorti cette situation précaire et inacceptable. Par la suite, une déclaration plus récente sur les modèles de facturation automatique des manuels didactiques. Donc, les maisons d'édition commerciale, encore une fois, inventent tout le temps des nouvelles approches pour s'enrichir. Alors, là, dans cette déclaration-là, on met lumière sur les modèles
soi-disant d'accès inclusif et d'accès équitable qui étaient promus par les maisons d'édition commerciales. Et donc, en fait, dans les faits, ce sont des modèles de location temporaire. L'accès au contenu disparaît une fois le cours terminé. Donc, ça représente encore une fois un fardeau pour les personnes étudiantes, les dépenses considérables, ça limite la liberté des personnes enseignantes et étudiantes, ça pose des problèmes d'équité, de confidentialité des données, protection de vie privée. Le contenu canadien, les petites maisons d'édition qui sont sous-représentées. Et donc, en tous, et aussi, ça fait de l'impact négatif pour les bibliothèques universitaires. Donc, ça, c'est en gros, merci Jean-Mance. En fait, en gros, c'était ça le contexte, en fait, pour les manuels de cours, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau des manuels de cours commerciaux utilisés à l'Université de Moncton. Donc, les étapes et les objectifs de ce projet, en fait, encore une fois, projet, ce n'était pas un projet de recherche scientifique qui était lancé, c'était simplement une étude pour voir un petit peu, pour préparer un petit peu le terrain et pour avoir des données justement pour aller plus de l'avant par la suite. Donc, on voulait identifier les programmes qui utilisaient beaucoup de manuels de cours, plus de 50% de ces programmes-là, et au coût élevé versus au coût raisonnable, donc autour de 100 $. Mais en fait, je sais que mes collègues qui font maintenant ce répertoire des cours low cost, no cost, donc eux, ils ont commencé par mettre 50 $ comme la barre, comme le plus haut. Puis maintenant, je pense que c'est 75. En tout cas, moi, j'ai mis 100 $ simplement à titre d'avoir un chiffre là, donc plus de 100 $, c'est les coûts élevés, moins c'est les coûts raisonnables. C'est pas négligeable, mais c'est, on va dire, raisonnable. Par la suite, identifier les programmes qui ont peu de manuels de cours, moins de 50% de cours qui exigent des manuels de cours, mais ces manuels sont dispendieux. Identifier la langue des manuels de cours, encore une fois, dans le cadre de la politique institutionnelle sur la langue. Donc, on est une institution de langue française. Alors, les manuels de cours, on vise les manuels de cours en français. Et par la suite, donc, qu'est-ce qu'on peut faire en ayant accès à ces informations-là? Qu'est-ce qu'on peut offrir? Quelles sont les alternatives? Consulter les guides et les plateformes réelles existantes et offrir peut-être des alternatives et donc travailler un petit peu vers le développement des réels. Et donc, les cours excluent les tests, séminaires, lectures dirigées, bien sûr, tous ces cours-là qui n'ont pas vraiment de manuel de cours obligatoire. Donc, ça, c'était, j'ai gardé 2023 parce qu'en fait, ça n'a pas beaucoup changé d'une session à l'autre, l'automne à l'automne. Donc, on peut voir quelles sont les facultés, les programmes qui utilisent beaucoup les manuels de cours et les coûts sont élevés. Par la suite, les programmes qui n'utilisent pas beaucoup les manuels de cours, mais ces manuels sont quand même à coût, utilisent peu et à coût raisonnable, et programmes qui utilisent peu de manuels de cours, mais à coût élevé. Et aussi la langue. Donc, voici un petit snapshot pour l'Université de Moncton. Et donc, pour ces programmes-là, j'ai essayé de voir quelles sont les alternatives existantes en matière de réel. Alors, voici, c'était une des... C'est ça, le projet continue l'étude, c'est-à-dire moi, je continue à compiler l'information, puis je prépare quelque chose qui sera peut-être plus concrète. Justement, les prochaines étapes, c'est de travailler avec ces... Donc, une fois identifié, on va travailler avec ces... peut-être aller voir les professeurs qui utilisent les cours, offrir quelques alternatives, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette situation-là. Maintenant, ce deuxième projet, cette étude que j'ai mentionnée, qui n'est pas le mien, le projet, donc c'est mené par mon collègue Sylvain Saintonge, qui est chercheur à l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, et je suis dans des équipes de recherche avec lui et ses collègues. Donc, cette étude-là, en fait, c'était commandité par le groupe consultatif externe sur la création et la diffusion d'informations scientifiques en français.
Donc, l'objectif de cette étude-là était de fournir un portrait général de la disponibilité et de l'usage des ressources pédagogiques et didactiques en français à des fins d'enseignement de formation. Et on vise les établissements postsecondaires de langue française ou bilingue, mais qui sont dans une situation linguistique minoritaire. Donc, je sais que ce projet est en cours, donc lui, ce n'était pas vraiment les coûts qui l'intéressaient, mais plus la question de langue, mais on trouvait que quand même nos projets overlap, se chevauchent un petit peu, donc moi, je garde l'œil sur ce qu'il fait, puis lui, il a utilisé quelques données que j'ai pu lui fournir également. Donc, on essaie de voir ça de tous les aspects, parce que l'aspect linguistique, comme j'ai mentionné, est aussi très important pour notre institution. Donc, le guide réel, ça n'a pas avancé énormément. Moi, j'ai de l'espoir quand même, mais il y a eu des changements aussi. Donc, le guide réel, à la base, pourquoi? Parce que justement, on nous manque de manuels de cours en français et il existe peu de réels en français, significativement peu nombreuses que les ressources en anglais. Donc, il existe déjà des guides réels pour les cours offerts dans une institution. Donc, il y a celui de l'Université d'Ottawa que je voulais utiliser comme point de départ. Et donc, à partir des guides réels existants, reprendre ce travail pour justement offrir des alternatives pour les cours enseignés à l'Université de Moncton. Donc, il y a eu un travail de déblayage qui a été fait, mais encore une fois, il n'y a pas énormément de réels qui existent déjà. Donc, pour ce projet, j'ai pu utiliser justement notre plateforme Réel Atlantique en clonant le guide réel qui était fait par l'Université d'Ottawa et par la suite en retravaillant ce guide-là pour l'adapter à l'Université de Moncton. Voilà, donc ça c'est le projet de guide réel. Maintenant, je vais mentionner le cadre d'assurance de la qualité. C'est une nouvelle politique, en fait, c'est une nouvelle procédure et responsabilité pour l'évaluation des programmes et des services. Cette politique-là a été complètement revampée en 2024, a été adoptée en mai 2024. Et donc, dans le cadre de cette nouvelle façon de faire l'évaluation des programmes, les bibliothécaires sont appelés à vérifier les plans de cours de programmes évalués. Donc, on utilise l'outil qui s'appelle Perceptive Content. Et on a eu accès à cet outil-là qui n'est, malheureusement, il n'est pas très convivial. Il ne permet pas de faire, donc on a accès au PDF des syllabi, les notes de description de cours, mais on ne peut pas faire des recherches, donc c'est vraiment très, très lourd à utiliser. Et donc, lorsqu'un cours propose un manuel obligatoire en anglais, les bibliothécaires vont proposer des alternatives, premièrement en français et deuxièmement, privilégiant des réels. Donc, ça, c'est le fait d'avoir le terme réel dans cette politique-là, c'est quand même c'est gagnant. Ça veut dire que ça nous ouvre des portes. Et justement, vous allez voir avec le projet de la politique institutionnelle, déjà comme dans notre conversation avec la haute administration, on a pu justement bâtir sur le fait que les réels sont déjà dans notre politique institutionnelle quelconque sur l'évaluation des programmes, mais pour le moment, il n'y a pas beaucoup de sensibilisation, il n'y a pas beaucoup d'appui, il n'y a pas beaucoup de support institutionnel autour de ça. Donc, il faut en parler beaucoup plus parce que justement, elle figure dans ce document important. Donc, et voilà, donc les bibliothécaires peuvent suggérer des règles pour les cours, mais on sait que c'est quand même, c'est pas donné, c'est pas évident. Les personnes enseignantes, ils veulent travailler avec certains manuels de cours. Il y a de résistance, il y a la gestion de changement, il y a tous ces éléments-là. Donc, c'est pas donné, mais quand même, on trouve que c'était un pas vers la bonne direction. Bien sûr, nous, on veut parler des réels, on veut parler de l'éducation ouverte et on veut quand même apporter ce vent d'innovation dans l'enseignement à l'Université de Moncton. Donc, pour le moment, à partir de cette année, je sais qu'on doit déjà intégrer les procédures proposées par le cadre d'assurance qualité. Il y a
petit décalage entre ce qui a été dit, puis dans les faits, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, on voit. Donc, on est dans le processus, c'est un processus à roder et à modifier. Donc, c'est pas coulé dans le béton qu'est-ce qui a été dit, mais comme j'ai dit, c'est très bien le fait d'avoir réel dans ce document-là, ça nous ouvre des portes. Et donc, voilà, de là, on a mis en fait les politiques institutionnelles sur l'éducation ouverte et les réels, on les mis dans le plan stratégique de la bibliothèque. Et maintenant, ça a donné qu'on a eu une rencontre avec le frère, c'est le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, tout récemment. C'était la semaine dernière, c'était entre mes deux présentations-là qu'on a eu cette rencontre-là. Et donc, je lui ai envoyé quelques documents pour consultation parce que, en fait, il y avait presque zéro connaissance sur le sujet, mais il était très ouvert et prêt à comprendre de quoi on parle. Donc, le fait d'avoir ces documents-là, l'Université de Sherbrooke, encore une fois, votre nouvelle politique est excellente. En fait, c'est à la fois comme un document comme ça présente le sujet, puis en plus, c'est une politique institutionnelle. J'ai aussi ici, sur le plan régional, comme j'ai mentionné, les Nova Scotia Community Colleges sont très, très, très avancés aussi avec les Rails. Ils les utilisent, les créent. Donc, vraiment, c'est un des utilisateurs les plus forts de notre plateforme. Donc, eux, c'est leur politique OER Policy qui date de 2023. Et aussi, le cadre national de revendication pour les Rails au Canada. Donc, c'est un appel à avoir une politique nationale sur les Rails et surtout les Rails francophones. Donc, ces documents-là nous ont servi un petit peu de la mise en contexte pour notre conversation. Mais de là, donc, la prochaine étape, ça sera la présentation du dossier à la RDD, c'est la réunion des doyens et doyennes qui aura lieu en mai 2025. Et voilà, donc c'est moi et puis Jeanne-Mance, qui est ma directrice, qu'on va préparer ce dossier-là pour justement présenter le sujet au groupe de doyens et doyennes. Puis après, on verra le développement de notre politique institutionnelle. Est-ce que ça sera aussi développé que celle de l'Université de Sherbrooke ou est-ce que ça sera simplement une déclaration de l'Université de Moncton sur l'éducation ouverte? On verra, mais c'est encore une fois un pas vers la bonne direction. Voilà, donc ça c'est sur la politique à venir. Et la dernière chose que je voulais mentionner, c'est l'outil d'auto-évaluation institutionnelle qui a été créé par les collègues qui sont encore une fois, des experts dans le domaine de l'éducation ouverte. Donc, c'est un instrument de collecte de données qui peut être utilisé par les établissements postsecondaires pour auto-évaluer leur capacité à soutenir les pratiques éducatives ouvertes, ainsi que la maturité de leur initiative en éducation ouverte. Donc, moi, on a eu un appel de notre, justement, conseil des bibliothèques postsecondaires de l'Atlantique qui nous ont demandé de remplir cet outil-là. Moi, je l'ai fait. Je dis ici que c'est un petit peu informel. Je l'ai fait pour notre institution. C'est sûr qu'on était quand même au tout début, comme c'est dans un état embryonnaire pour la grande majorité des points, mais c'est quand même un outil qu'on peut utiliser pour justement bâtir étape par étape. Donc, on ne peut pas tout développer en même temps, mais ça nous donne quand même les éléments à regarder et puis aller étape par étape. Donc, c'est la version française de Institutional Self-Assessment Tool. Alors, voilà, ça, c'est quelque chose aussi qui nous donne un framework, un cadre pour continuer notre travail. Et maintenant, dans les minutes qui me restent, j'ai promis les ressources et conseils pratiques, mais comme j'ai dit, c'est quand même, c'est pas pratico-pratique dans le sens où comment créer des chapitres, comment intégrer les activités H5P. Donc, c'est simplement une overview de quelques ressources qui existent. Avant d'aller dans les ressources, je voulais aussi mentionner que bon, les étapes d'intégration, j'ai eu une conversation avec mes collègues de l'Université Laval récemment, mes collègues de la bibliothèque, puis on a parlé justement de cette progression-là qu'on on peut pas arriver avec ce sujet, arriver à nos personnes enseignantes pour leur demander tout de suite créer des réels, comme de créer des manuels de cours comme réels.
il faut aller progressivement. Donc, commence par l'étape de sensibilisation, justement, avec les documents, comme on a vu, le cadre d'assurance de la qualité, etc. Donc, le mot réel commence à sonner. Donc, on continue à en parler, à parler des avantages, à faire cette sensibilisation-là. Par la suite, l'étape la plus facile, la plus simple pour les personnes enseignantes, c'est l'adoption, c'est l'utilisation des réels existants. Donc, ça ne fait que faciliter la vie. En fait, ça ne demande pas un effort de temps, de l'énergie, etc. Donc, l'adoption, c'est la chose la plus facile à faire. Encore une fois, avec le manque de manuels des réels en français, ça peut être un petit peu problématique, mais ça existe quand même. Puis même avec les outils de l'intelligence artificielle d'aujourd'hui qui font la traduction automatique. Donc, il y a quand même des outils qui nous permettent d'utiliser. Donc, l'adoption des réels, c'est la prochaine étape. Par la suite, l'adaptation. Lorsqu'on adapte, c'est-à-dire, on peut commencer à utiliser les autres R de ce qu'on a vu, modification, traduction, remixage, etc. Donc, c'est l'adaptation. Et l'étape la plus avancée, c'est la création. Et là, en fait, la création, ça dépend, hein, si on parle d'une page explicative, quelque chose, donc c'est quand même la création. Mais quand je dis ici création de nouvelles règles, si on pense des manuels de cours, donc ça, c'est quand même une étape assez avancée qui demande un gros investissement en temps, en énergie, etc., mais donne quand même les résultats extraordinaires. Donc ça, c'est les étapes d'intégration des réels qu'on peut aller étape par étape. Et voici quelques ressources que j'ai ressorties ici, comme j'ai dit, Fabrique Réel. Pour les réels en français, c'est notre ressource, une des ressources principales. Par la suite, je fais référence à notre partenariat régional. Et donc, on a plusieurs webinaires qui sont disponibles gratuitement, bien sûr, donc sur l'accessibilité des réels, par exemple, sur le fair dealing, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de questions sur l'utilisation de la plateforme Pressbooks. Donc, tout ça, il y a beaucoup de ressources. Et bien sûr, la plateforme comme telle, Réel Atlantique, c'est la plateforme d'hébergement de création qui est disponible pour la communauté universitaire de l'Université de Moncton. Par la suite, il y a plusieurs ressources quand même d'apprentissage sur la page éducation ouverte, dans la section éducation ouverte de Carl. C'est plutôt les déclarations ou des gens plus pour comprendre le sujet. Et à la bibliothèque Champlain, donc on a une page sur les règles, puis on offre quand même quelques services comme ça qu'on peut. Moi, je suis la personne ressource pour la plateforme Réel Atlantique, et on a déjà 2 projets d'entamer. Donc, on a créé j'ai mentionné les réels en développement. Donc, c'est les réels qu'on essaie de développer avec 2 personnes championnes ici de l'Université de Moncton. Donc, on a de l'espoir, puis on espère que ça va aller de plus en plus, ça va être de plus en plus en demande et utilisé. Voilà. Alors, ça, c'est, comme je dis, je fais référence à ces ressources-là qui existent. Pour le Fabrique Réel, je vais juste mentionner le parcours de création de réel, toute autre documentation, des guides, des formulaires, donc c'est très, très bien développé. D'autres éléments, encore une fois, parmi les conseils pratiques, si vous voulez, donc ça, c'est quelque chose que j'ai mentionné la dernière fois aussi, que attention, lorsqu'on crée, lorsqu'on pense, justement, on a parlé des barrières qui existent toujours, même si nous, on pense que c'est tout à fait libre et ouvert, mais on peut avoir des barrières quand même. Donc, aussi les mauvais choix techniques, par exemple, qui rendent le contenu ouvert moins ouvert. Donc, c'est les logiciels qu'on utilise, pour l'outil de modification, d'édition utilisé, le niveau d'expertise requis. Je ne sais pas si modificabilité, ça semble être un mot en français, mais est-ce que l'œuvre qu'on crée est modifiable facilement? L'exemple que j'ai donné, c'était justement une image qui est un format PDF qui est plus difficilement modifiable qu'un document qui est créé en format ouvert.
Donc, ça, c'est de faire des choix techniques les mieux adaptés aux activités des 5 R. Et aussi, l'autre attention, c'est les obligations et restrictions légales qui rendent le contenu ouvert moins ouvert. Et ici, l'exemple, c'est justement ces deux licences-là, share alike, puis pas d'usage commercial, puis no derivatives aussi, pas de modification. Donc, il y a des restrictions qui sont inhérentes, qui sont quand même intégrées dans ces licences-là. Oui, Marianne. Oui, je me permets, excuse-moi. J'ai quelques petites questions par rapport je ne sais pas s'il y a un moment de question qui est prévu, puisque le temps file, puis c'est par rapport à vos réalisations. J'avais peut-être des petites questions. Oui, vas-y, bien sûr. Oui, alors au début, par rapport au projet pour évaluer le coût des manuels dans un programme, je trouve ça très intéressant comme démarche. Je me suis demandé quels sont vos partenaires dans une telle démarche. Est-ce que vous travaillez avec le professeur responsable du programme? Est-ce que vous travaillez avec la faculté? Donc, comment comment sont répartis les rôles et responsabilités? Puis, est-ce que vous avez fait un tour de roue dans un programme avec des résultats ou c'est tout simplement, c'est encore embryonnaire? Mais c'est en fait, oui, pour le moment, le seul partenaire avec qui on a l'affaire pour le recueil des données. Donc, on est en train de compiler ces données-là pour avoir la vue d'ensemble. On travaille avec notre librairie acadienne qui, eux, travaillent avec ramassent toute cette information-là. Puis moi, je prends toutes ces informations par session, puis j'essaie de me monter justement cette Est-ce que le programme image. est au courant qu'il y a une démarche qui est en cours? Mais ça ne se passe pas avec un seul programme, je le fais à l'échelle institutionnelle simplement. C'est pas un projet pilote avec un seul programme. Moi, c'est justement pour identifier les programmes, puis à l'intérieur des programmes, peut-être des cours. Donc, c'est la prise de conscience de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui existe, puis qu'est-ce qu'on peut proposer à ces programmes-là aussi. Donc, c'est tout ça. Donc, c'est pas quelque chose de très concret avec un seul programme, département ou avec un seul cours là. Mais comme on a vu, il y a déjà quelques résultats dans le sens on a une idée de quels sont les programmes qui sont les plus avec les manuels de cours en anglais, coûteux, donc tous ces éléments-là. On est en train de compiler ces informations-là. Magnifique. Oui. Petite question, moi c'était, puis je t'en avais parlé, je pense que tu te souviens, moi c'est l'outil d'auto-évaluation pour soutenir les REL dans les établissements. Parce que tu nous as présenté ça. Là, je vois que tu nous as donné une référence vers eCampus Ontario. Est-ce que, parce que là, c'est ça, je ne me souviens plus, est-ce que vous l'avez utilisé? Est-ce que vous avez adapté cet outil? Parce que moi, c'est sûr que c'est quelque chose qui est comme outil qui m'intéresse. Est-ce que je ne sais pas, est-ce que tu as des je vais expliquer. Ouais. En fait, cet outil-là, c'est vraiment comme... Est-ce que je peux revenir une minute? En fait, c'est simplement comme une inventory, c'est comme un répertoire des... En fait, je l'ai ici, mais je l'ai rempli en anglais justement pour faciliter la tâche à mes collègues. Voilà, donc c'est simplement un tout qui permet de répertorier qu'est-ce qui se passe dans mon institution du point de vue de la vision, implémentation, le partnership, les partenariats à l'interne, à l'externe, les politiques, les incitatifs, le développement professionnel. Donc, tous ces éléments-là, justement, quand on parle du soutien institutionnel, qui sont les joueurs, les acteurs principaux, de quoi on a besoin pour assurer justement ce soutien institutionnel pour donner la possibilité aux membres du corps professoral d'utiliser les règles, de travailler. C'est quoi justement institutional support? Quelle est l'infrastructure pour les règles? Donc, pour cette question, par exemple, on est privilégié d'avoir notre plateforme Rail Atlantique. Donc, on peut dire qu'il y a cet élément-là, leadership and advocacy, le cultural change, donc tous ces éléments-là, c'est vraiment un overview
à l'échelle institutionnelle de quels sont les éléments mis en place ou qui sont nécessaires, qui sont à développer pour créer cet environnement propice à l'utilisation et à la création de réel. D'accord, donc c'est comme toutes les dimensions liées à Toutes ce les qui dimensions, concerne mais D'accord. OK, puis ben, c'est ça, j'imagine vous êtes inspiré ou vous êtes en train de vous inspirer de cet outil-là, c'est ce que je comprends. cet outil nous a permis de voir toutes les Oui, lacunes qui existent, mais ce n'était pas une OK. surprise parce qu'on sait qu'on n'est pas, Oui, oui. on est au début du processus, mais déjà, ça nous permet, puis ça nous permet d'avoir une ammunition pour aller par Oui. les suites, pour réclamer certains éléments peut-être. Puis, donc, tous ces éléments-là que j'ai présentés aujourd'hui, c'est un petit peu décousu, mais c'est juste la mise en place un petit peu avant de cuire un plat. Hein. Donc, OK. on est en Ben, train merci. de préparer le terrain. Et j'espère que D'accord, merci. ça va aller. Donc, ben, c'est ça. Écoutez, déjà, on est à la toute fin, puis c'était un outil de sélection de licence. Encore une fois, dans les conseils pratiques, c'est des petits éléments, mais un petit peu de partout. Donc, c'est pas pour tout de suite, mais si les gens voulaient comprendre un petit peu davantage sur les licences ici-bas, donc c'est simplement ça. Donc, je t'ai rendu à la fin. Merci beaucoup, merci beaucoup Marianne, merci beaucoup Christian, à vous tous. Je vois qu'on a perdu quelques personnes. Merci beaucoup. Alors, ben voilà, bon mois de l'éducation ouverte. À bientôt. Merci. Bye bye. Parfait. Christian, je vais répondre à ton courriel. Parfait. Bye bye.